Les Africains seraient en train de combattre aux côtés de la Russie. C'est une folie pour beaucoup de personnes. C'est surprenant pour nombreux. C'est intéressant à voir et à découvrir. Je suis tombé sur une vidéo, on me l'a envoyé expressement, très intéressante sur la présence des Africains et des militaires étrangers combattant à côté des Russes. Il a été rapporté à plusieurs reprises qu'il y avait des Africains et des étrangers du côté des Ukrainiens, mais il y en a certainement du côté russe aussi. Mais on va essayer de le développer. Quelles sont les raisons pour lesquelles les Africains quitteraient chez eux à la maison pour aller combattre en Russie? Serait-ce peut-être parce que l'Africain fait plus confiance à la Russie? Faudrait bien le dire, dans sa généralité, beaucoup d'Africains font confiance aux Russes. Pourquoi? Parce que la Russie, dans son histoire, n'a pas colonisé l'Afrique. N'est-ce pas? S'il faudrait simplement partir à travers l'historique, nous savons que dans le passé, les Européens ont saisi l'Afrique, l'ont divisé en colonies, pendant que les Russes, à l'époque, bien qu'ils eussent été en capacité de le faire, n'ont pas participé. Donc, s'il faut partir de ce qu'on a vu dans le passé, il est évident que l'on veuille faire confiance à celui qui ne nous a jamais causé tort dans le passé. Les Africains iraient-ils en Russie pour défendre la Russie à cause de l'histoire? C'est une possibilité. Les Africains numéro 2 partiraient-ils en Russie pour aller combattre contre l'Ukraine à cause de leurs valeurs? Vous savez que les Russes, généralement, n'aiment pas les papa. Nombreux Africains non plus ne sont pas d'accord par rapport à cette histoire et se disent si on permet à ce que la Russie soit défaite, c'est-à-dire qu'on va nous imposer à tous ces modus operandi. Dans ce cas, il faudrait partir en Russie, combattre à côté des Russes dans l'objectif de préserver cette autonomie et tout le bazar. C'est une possibilité. Alors les Africains peuvent-ils partir en Russie pour combattre à cause de l'argent? Voyons voir combien est-ce qu'ils reçoivent. Actuellement, présentement, on reçoit à peu près $4 600, de 2200 à $4 600 le mois, comme paiement. Ce n'est pas négligeable du tout. Est-ce que certaines personnes prendraient le risque de partir sacrifier leur vie pour ça? Absolument. Les gens le feraient même pour très peu. Dans de nombreux pays africains ici qui sont en guerre. Alors, numéro 4, les Africains auraient été mentis, c'est-à-dire on leur a dit qu'il y avait des opportunités de travail en Russie, et arrivés en Russie, ils ont été de force envoyés au front. C'est une possibilité qui est rapportée généralement par les médias de l'Occident. Mais est-ce faux totalement? On ne peut pas le savoir. Autant on veut faire confiance à la Russie, comme généralement les Africains le font, selon leur tendance, autant je pense qu'il est important de rester neutre dans cette histoire, parce que vous ne savez pas. Et si aujourd'hui une personne venait avec certitude et des preuves que son frère ou son cousin, qui au début de la guerre pensait partir en Russie pour travailler et finalement se retrouve au front, que diriez-vous? Point d'interrogation. En tout cas, on essaie d'exploiter pour comprendre quelle est la raison pour laquelle les gens partent. Mais avant de continuer, on va suivre cette vidéo. Suivez. Адам 28 лет. Мамед, 24 года. Откуда вы? Дагестан. Ингушетия. Гитай Пита Дженга, Кения. Kenya. Мухаммадиан Хатиби, Иран. Iran. Ну, блядь, ладно. Мутай Феликс, 28, Кения. Moutai. Меня зовут Кения. Чанджа. Мне 20 лет. Я с Китая. Меня зовут Моен Бан. 25. Chinois. Меня зовут Инхан, 34, Китай. Martin Mwenejega, 36 years, Kenya. Ayuba Yusuf, 30 years, from Ghana. Атеуртуа Диего Алексис. Громче. Я из Колумбия. Колумбия. Donc, à ce qu'on voit, c'est une diversité, c'est vraiment une brochette de nationalités, Kenyans, Iraniens, Chinois, Colombiens et tout le bazar. Ils sont partis pour mourir, il faut le dire. Vous partez pas pour rentrer. Quand vous partez à la guerre, vous partez, c'est pour vous battre. Et quelles sont les probabilités que vous rentriez vivant? Très peu. C'est la Russie, en fin de compte, contre l'Ukraine. Ce sont les mêmes gens. Ils sont formés et très forts. Quel niveau d'amour faudrait-il avoir pour aller sacrifier sa vie à ce point-là? Il faut un niveau très élevé d'amour, dont je pense que très peu de personnes ont à l'égard de la Russie. L'autre justification évidente serait certainement l'argent. Les $4 600 qu'on pourrait bien recevoir. Ça, c'est sans additionner les bonus. On a aussi parlé des prisonniers à qui on a offert une opportunité de libération. C'est-à-dire, tu vas faire la guerre pendant un temps et après la guerre, on te libère. Ou après un an de travail, on te libère. Ferait-il partie peut-être de ce groupe de personnes? Point d'interrogation. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison. On a vu des gens venant de partout. Il y a des Camerounais qui sont là-bas. Il y a des Nigérians. Il y a des Ghanéens aussi, tout le bazar. Dans cette histoire, ce que moi je pourrais dire, c'est peu importe vos ressentis personnels à l'égard de la Russie ou l'Ukraine. Je ne sais pas si ça en vaut la peine de partir risquer sa vie à ce point. Okay? Si je me considérais peut-être votre frère, votre cousin, tout le bazar, je vous découragerais fermement de le faire. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent la Russie
parce qu'il faudrait y avoir équilibre. Si la Russie est détruite aujourd'hui, les États-Unis vont dominer sur le monde, comme jamais dans le passé, et vous imposer ces strictures. Comme ils ont fait en Ouganda, par exemple, disant, puisque vous ne soutenez pas les papas, on vous coupe l'aide, vous n'aurez pas d'argent. Vous soutenez pas les papas, vous n'êtes pas démocratique. C'est-à-dire, peu à peu, on va commencer à pousser cet agenda. Et je comprends qu'il y ait des gens qui sont assez forts, de manière masculine, ne veulent pas de ces histoires. Alors pour cela, pour eux, leur façon de réussir cette histoire, c'est de soutenir la Russie. Mais je doute très fort que les Africains font ça apparemment. Je pense que la raison principale, c'est les $4 600. Mais il y a une histoire très intéressante qu'il faudrait que je partage avec vous. Il y a un homme dans le passé au nom de John Chilembo. John Chilembo était un jeune malawite, ou malawien si vous préférez. Malawi, c'est là. Ouais. C'était à l'époque avant la Première Guerre mondiale. John Chilembwe était un... John Chilembwe, pas Chilembwe. Il faut arrêter de franciser les noms des Africains. Chilembwe. John Chilembwe. John Chilembwe est parti étudier la théologie. C'était un pasteur, un jeune pasteur très doué. Avec cette capacité qu'il avait, on lui a offert une opportunité d'aller étudier la théologie aux États-Unis. On voulait s'en servir dans le contexte colonialiste. C'est-à-dire, on va aller former les pasteurs dans l'objectif de pousser à ce que le pasteur parle en notre faveur pour que ce colonialisme fonctionne. John Chilembwe est parti aux États-Unis, a acquis la connaissance nécessaire, rentré dans son pays, c'était au début de la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, les Européens quittèrent l'Europe, arrivaient en Afrique en 1885, ils ont coupé l'Afrique en morceaux, séparant des pays comme des petits morceaux de pizza, appelaient ça pays. Au fait, à l'époque, ce n'était pas des pays, c'était juste les terres. Mais finalement, après avoir coupé, ces parties-là étaient colonisées par les Français. Là, c'était les Anglais, là, c'était les Allemands, et là, c'était les Portugais et tout le reste. C'était un peu comme ça. Et avec cette théorie européenne, beaucoup de gens qui n'étaient pas frères ont été forcés de vivre ensemble dans une boîte qu'on appelle pays. Et ceux qui étaient véritablement frères se sont retrouvés séparés de force. Pendant cette époque, comme il y avait guerre mondiale en Europe, il y avait aussi guerre mondiale en Afrique. Rendez-vous compte que quand il y a guerre en Afrique, on dit que c'est une guerre tribale, n'est-ce pas? Guerre d'ethnie. Mais quand c'est une guerre qui se passe en Europe, généralement on l'appelle comment? Guerre mondiale. Alors, à cette époque-là, comme il y avait une guerre qui se passait en Europe, la Première Guerre mondiale, l'Afrique aussi était entrée en guerre parce que les colonies européennes étaient obligées de se combattre dans certains endroits, dans l'objectif, surtout dans les terres conquises par les Allemands. Il y a eu beaucoup d'attaques dans l'objectif de les récupérer entre les mains des Allemands. Les Anglais qui colonisaient le Malawi à l'époque ont voulu à ce que les autochtones partent combattre contre les Allemands dans leur colonie allemande. Et tenez-vous compte que quand on partait combattre, on ne combattait pas seulement des Blancs allemands. On combattait aussi des Noirs de ce pays qui était colonisé par ces colonisateurs. Donc, en fin de compte, les Africains se sont retrouvés en guerre contre d'autres Africains dans une guerre qui ne le regardait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? John Chilembwe eut le courage de dire à son peuple, n'allez pas mourir dans la guerre des Blancs. Ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas votre guerre. Ne partez pas mourir dans la guerre de Blancs, ça ne vous regarde pas. Restez ici. Et les Anglais étaient très furieux par rapport à ça. Comment osent-ils détourner notre projet? En janvier 1915, Chilembwe mena une révolte contre les autorités coloniales britanniques, protestant contre le travail forcé, la discrimination raciale, la conscription des hommes aux forces armées. Le soulèvement débuta le 23 janvier par des attaques contre les propriétés européennes, entraînant notamment le meurtre de 3 colons blancs. La rébellion fut malheureusement rapidement réprimée et Chilembwe fut tué par la police africaine près de la frontière avec la Mozambique le 3 février 2015. Maintenant, John Chilembwe, qui a mené ces histoires avec ses troupes, avec les Africains, avait été abattu, malheureusement, par la police africaine. Les Blancs l'ont cherché comme pas possible. Ils n'ont pas pu le trouver. Mais c'est la police africaine qui l'a abattu. La police africaine, évidemment, c'était les Noirs. Donc les Blancs, quand ils venaient en Afrique, ils cherchaient des Noirs pour faire la police. Ouais, ce sont les Noirs qui faisaient la police. Pourquoi? On va vous choisir, vous, parce que vous vous connaissez très bien. Et ça sera plus facile pour vous de savoir comment s'il faut bloquer un autre Noir. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas nouveau. Quand vous regardez M. Langley et tout le bazar, ça vous étonne par rapport à Ibrahim Traoré? Non. Ce n'est pas nouveau, ça. Alors, la police africaine servait à quoi? À la collecte des impôts, le contrôle des soulèvements, la protection des missions et des infrastructures gouvernementales. Ok? Donc, c'était pas les Blancs qui faisaient ça, c'était les Noirs. Et ils servaient aussi à la poursuite des rebelles et des dissidents politiques. On se sert de vous contre vous. La leçon ici est très simple. John Chilembwe aurait pu se taire, comme nombreux pasteurs le font aujourd'hui. Oh non, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il a ouvert la bouche pour instaurer la vérité dans le cœur du peuple. Un vrai pasteur est un dirigeant, un guide. Un vrai pasteur est celui qui conduit. Ce n'est pas seulement dans la prière. Vos pasteurs ne vous parlent que de mariage, de visa,
d'argent, d'abondance et de dîmes. C'est tout. On ne vous parle pas du progrès, de l'évolution, de la révolution. La révolution fait partie de la spiritualité. Ah oui, pour ceux qui sont chrétiens, quand les Juifs, entre parenthèses, ont quitté l'Égypte, c'était quoi? C'était une révolution. Moïse aurait pu rester dans le royaume, dans l'histoire, dans le palais royal. Il était né là-bas, enfin bref, on l'a pris dans les eaux. Il était né là-bas, il a grandi là-bas. Il a eu toutes les faveurs possibles. Pourquoi n'a-t-il pas choisi, bon écoute, moi je profite très bien, je vais rester ici, écoute, l'histoire des Hébreux, machin, ça me regarde pas. Il aurait bien pu faire ça, comme le font généralement de nombreux pasteurs africains, pastards africains. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est levé, il a dit au moment donné, il faut que je sauve mon peuple. Si cette histoire est aussi correcte qu'il le dit, il a abandonné derrière lui tout ce qu'il avait comme avantage, tout ce qu'il avait comme facilité pour aller à la guerre et à la révolution. Pourquoi les pasteurs africains ne font jamais ça? Oh non, à César, à César, parce qu'ils sont peureux et lâches pour la plupart des cas. John Chilembo a dit à son peuple, cette guerre ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous de partir mourir. C'est le même concept qu'on dirait à ce jeune Africain qui part là-bas pour aller... je ne sais pas, chercher l'argent. Ce n'est pas votre guerre. Vous pouvez regarder à distance. Ce n'est pas votre guerre. Quelqu'un disait que vous fassiez du bien ou du mal, vous serez toujours critiqué. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Quoi qu'il en soit, vous serez toujours critiqué. On parlera toujours de vous, on essaiera toujours de dénigrer ce que vous faites. Et puis généralement, c'est quand vous faites un truc intéressant, les détracteurs trouveront toujours des raisons pour lesquelles ce n'est pas aussi éclatant, ça n'a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous inquiétez, vous pleurnichez ou pas? Il y a un truc très intéressant que j'ai vu ici, on me l'a passé pour essayer de voir. C'est un article tout entier écrit par France 24 sur le président burkinabé Ibrahim Traoré. C'est un article essayant de fact-checker le fait du soutien qu'il reçoit de tout le monde, prétextant que ce soutien est complètement monétisé et automatisé. Ce n'est pas réel, c'est des robots, c'est du AI. Okay? Le soutien qu'il reçoit, ce n'est absolument pas le reflet de la réalité au Burkina Faso. C'est-à-dire au Burkina Faso, il y a un grand nombre de personnes qui détestent carrément Ibrahim Traoré. Et ce n'est pas vrai. On va essayer de lire, je ne dirai pas ce que je pense directement, je lirai d'abord pour qu'on décortique ensemble. Okay? Ensemble, on trouvera des réponses à ces histoires. Lisons, France 24. Depuis le début mai, les réseaux sociaux sont inondés des clips vidéo des stars comme Justin Bieber, Beyoncé, R. Kelly, chantant à la gloire du président burkinabé Ibrahim Traoré. Il s'avère que toutes ces vidéos sont des deepfakes générés par l'intelligence artificielle. Les experts affirment. Intéressant. Vous savez, quand vous faites des choses bien, les choses ont changé maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Vous utilisez l'intelligence artificielle. Ça me fait rire. Vous avez une voiture intéressante, on dit que c'est l'intelligence artificielle. Vous dites un truc intéressant. J'ai même vu une personne dire, Zach Mwengassa ces derniers temps ne dira plus rien. Depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, vous avez remarqué, il ne parle plus trop. Utilisez l'intelligence artificielle, on va voir. L'intelligence artificielle est formée par quelqu'un, par des gens. C'est nous qui avons formé l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne cette réflexion dans ce sens-là, c'est à travers nous. Ils sont venus chercher et se lettrer chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. L'intelligence artificielle va chercher de l'information, deep learning. Ça apprend des gens, ça apprend de ce qui existe déjà. C'est nous qui avons formé ça. Il faut respecter ce qui a existé en phase avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est eux l'intelligence artificielle. Continuons notre histoire. Les experts, pas eux, pas France 24, les experts. Quel expert? Qui leur a donné cette expertise? Les experts n'ont pas été mentionnés, mais on dit les experts affirment que les publications massives de ces fausses vidéos s'inscrivent dans une volonté de faire connaître le président à l'étranger. Donc, c'est une volonté, quelque part, de vouloir faire connaître le président à l'étranger. Ok, ça ne se limite pas en Afrique. Il faut fabriquer des vidéos, spécialement en anglais, ok, parce que la majorité de ces vidéos sont en anglais. L'objectif, c'est de gagner le soutien des anglophones. Il est clair, c'est une campagne coordonnée, organisée par eux-mêmes, déclare Samba Dialimpa Bandji. Je ne sais pas qui Samba Dialimpa Bandji est, chercheur en désinformation et vérification. Désinformation. Vous savez le mot désinformation, mais la désinformation, c'est un mot qui est apparu ici en 2019-2000, pendant Covid. Les gens ne s'en servaient pas des informations fabriquées de toutes pièces. Disinformation. L'objectif, c'était quoi? De taire, muer tous les dissidents, tous ceux qui posaient des questions disant, pourquoi vous voulez m'injecter? Est-ce qu'on a déjà testé ça sur combien de personnes pour voir les effets? Toutes ces personnes-là, on les accusait de quoi? De désinformation. Voilà. Moi, quand j'entends quelqu'un utiliser le mot désinformation, directement, je sais que c'est quelqu'un qu'il faut gifler. Continuons. Et les vérifications de faits de l'université, donc la personne a fait l'université à Oslo-Met en Norvège, Sam University, Norway. Anyway, continuons. Même si nous ne disposons pas d'éléments prouvant que le gouvernement burkinabé est derrière cette campagne, ils accusent indirectement, sans vraiment accuser le gouvernement burkinabé. C'est-à-dire... On parlait avec Samba Diallo Pabadji, chercheur sur la désinformation à l'université d'Oslo-Met, et il nous a dit que, selon lui, il est clair que nous assistons à une campagne coordonnée.
Il a précisé que même s'il n'existe aucune preuve que le gouvernement burkinabé soit à l'origine de cette campagne, il en tire tout de même un grand bénéfice. Même si nous n'avons pas d'éléments prouvant que le gouvernement burkinabé est derrière cette campagne de communication, il en tire certainement profit. Donc même s'ils sont pas derrière ça, ils en tirent profit. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose. Comment ça se fait que M. Traoré peut bénéficier des vidéos de R. Kelly, de Beyoncé, de tout le bazar? Mais bon, on vous informe déjà que c'est fait par le AI. L'AI, comment vous dites ça? AI, n'est-ce pas? Bref, continuons. Le gouvernement burkinabé n'a jamais eu recours à l'intelligence artificielle pour créer massivement de fausses vidéos. Ça, ils le disent. Ils disent ok, jusqu'à présent, nous n'avons constaté qu'ils s'appuyaient principalement sur des influenceurs sur les réseaux sociaux burkinabés, bien qu'ils n'ont jamais créé de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Ils se positionnent, ok, c'est proche vers les influenceurs de réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter, qui publient des contenus glorifiant Ibrahim Traoré et affichant leur soutien à la junte militaire. Ces gens-là sont sponsorisés ou pas? Point d'interrogation. Le gouvernement burkinabé s'appuie sur ces gens pour recevoir le soutien nécessaire. L'intelligence artificielle permet de créer de faux contenus très rapidement et facilement et en grande quantité. Voilà ce qu'ajoute cette Jalimba Banji. Donc, c'est-à-dire le soutien que Traoré reçoit en une grande partie, c'est l'intelligence artificielle. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail qu'il fait. Toutes ces constructions qu'on voit là, des machines, création d'entreprises, des hôpitaux, des routes, des écoles, ce n'est pas réel, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on continue en disant, rien n'indique que des vraies personnes soient derrière ces publications. Donc, rien n'indique que les glorifications que reçoivent Traoré sont des choses créées par des humains. Ok, voilà ce que le chercheur dit, le chercheur spécialiste intelligentiel. Il se pourrait que ces comptes partageant ces contenus aient également été créés par l'AI. Donc, le contenu est créé par l'intelligence artificielle. La personne qui a créé les comptes aussi, c'est l'intelligence artificielle. Il continue en disant, une seule personne pourrait facilement le faire. Créer différents comptes sur différentes plateformes de réseaux sociaux et créer du contenu de manière automatisée. Bah, pourquoi vous le faites pas pour Macron alors? C'est pas possible. C'est complètement incohérent. Attendez, bon, continuons. Il dit les clips musicaux réalisés au Nigeria. Notre équipe a pu contacter la personne à l'origine de la chaîne YouTube du clip intitulé God Protect Ibrahim Traoré. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où R. Kelly est en train de chanter. Évidemment, ce n'est pas R. Kelly, ok? Mais bon, il fallait faire tout un article pour expliquer que c'était pas R. Kelly, c'est du n'importe quoi. La personne a vu l'histoire, leurs experts auraient vu ça et la vidéo aurait généré 1,9 million de vues. Et la personne prétend être créateur de cette vidéo. Ils ont retrouvé la personne au Nigeria, ce qui confirme la date de la création. Nous avons pu contacter et discuter avec le créateur de l'une de ces chaînes YouTube dédiée à la glorification d'Ibrahim Traoré. Sa vidéo R. Kelly Traoré a accumulé plus de 2 millions de vues. Il s'est décrit comme un artiste spécialisé dans la création de clips musicaux avec l'IA. Il est basé au Nigeria et a indiqué qu'il facture jusqu'à $1000 pour produire l'une de ses vidéos. Le youtubeur basé au Nigeria se présente comme artiste spécialisé dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des clips musicaux. Il précise qu'il facture à peu près $1000 par clip. Ou 881 €. C'est-à-dire que la vidéo faite par ce monsieur pour Ibrahim Traoré, si c'est lui qui l'a fait, il a été payé $1000 au moins. Il continue, France 24, il continue en disant, il a déclaré que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réaliser des vidéos en hommage du président du Burkina Faso était au départ un projet personnel. Au départ, c'était un projet personnel, mais avec le temps, il a eu des sollicitations. Ma motivation, d'après eux, ils disent, c'était pour glorifier Traoré parce que je l'aime. Mais finalement, ça a mené vers tout part, tout bord. Quand les gens ont vu ces vidéos, ils devenaient virales sur ma chaîne, ils ont commencé à me demander de réaliser le même genre de vidéos pour eux, a-t-il expliqué. C'est alors que j'ai commencé à facturer pour les créations. Okay? Le créateur a déclaré être à l'origine de la plupart des clips populaires célébrant Ibrahim Traoré sur YouTube et TikTok. C'est une seule personne avec son intelligence artificielle qui fait que Ibrahim Traoré soit connu dans le monde anglophone. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail qu'il fait. Et il continue en disant, les personnes d'origine de cette campagne chercheraient probablement des personnes possédant des compétences nécessaires pour créer des contenus générés par les AI comme au Nigeria. Donc, je répète, c'est du français, c'est leur langue, mais on va classer ça en deux. Ils disent les personnes à l'origine de cette campagne, donc les gens qui sont burkinabés, qui chercheraient probablement des personnes possédant des compétences nécessaires pour créer des contenus générés par l'AI, comme au Nigeria, où l'on trouve facilement quelqu'un pour réaliser ce service. Donc, c'est au Burkina Faso, c'est le régime de Traoré qui est en train de faire tout ça. C'est eux qui sont derrière ça. Okay, la diffusion de ces faux clips musicaux semble coordonnée avec la campagne de communication au Burkina Faso visant à promouvoir l'image de Traoré. Bon, ma question ici, je ne vais pas continuer, l'article est long. Si vous voulez lire, il faut aller lire là-bas. Pourquoi vous faites pas ça pour Macron pour voir comment ça va donner? Enfin, même les Français, tous les Français sont pas d'accord avec Macron. En fin de compte, c'est vrai que le prix du fromage a baissé, les camemberts, mais tous les Français ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord du tout. Pourquoi on fait pas ça pour Macron? Bon, laissons Macron tranquille. Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Il y a des AI qu'on fait pour lui, ok? Des images comme ça. AI de Donald Trump.
Et ça c'est aussi AI de Trump. On imite Trump comme ça. Pourquoi on fait pas des articles sur Trump? Vous savez, aux États-Unis, on fait des trucs avec intelligence artificielle pour Donald Trump, pour patati et patata. Mais pourquoi vous vous focalisez sur Traoré? Pourquoi le besoin de démystifier cet homme, ok? Si il importe un peu pour vous, il n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi vous avez besoin de le démystifier? Non, le soutien qu'il reçoit, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas authentique. Tout ça, c'est généré par l'AI. Moi, ça m'énerve quand vous dites AI. C'est AI, Intelligence, Artificial Intelligence. Même les photos, là, c'est du AI. Même son fusil, là, à côté, c'est du AI. Donc, le soutien que Traoré reçoit au Burundi, au Rwanda, au Sénégal, au Bénin, au Togo, tout ça, c'est du AI. Ça n'a absolument rien à voir avec Traoré. C'est une façon de le dire que des millions de personnes qui le suivent. Ça, par exemple, en Jamaïque, le soutien qu'il a reçu. In 2017, that this month must be recognized as the Rastafari month. And that's why we are here in support of Abraham Torres to liberate Mother Africa from the white colonizers. Ça, c'est pour le moment aux États-Unis. Et ça, tout ça, c'est à cause de ce AI-là, cette campagne pour donner une belle image de M. Ibrahim Traoré. Pourquoi ça vous dérange que M. Traoré ait une belle image? S'il a une belle image, ça fait quoi? Est-ce que le Burkina Faso, c'est la France? Pose simplement la question. Ça n'a aucun sens. Bon, essayons de voir. France 24. C'est quoi la relation entre France 24 et le Burkina Faso? France 24 est actuellement bloqué au Burkina Faso. Oh là là, ok. Intéressant. Cette suspension a été mise en place par la junte militaire. C'est eux qui disent, hein. La junte, c'est eux qui disent. La junte militaire, le 27 mars 2023. C'était pourquoi, suite à la diffusion par la chaîne d'une interview d'Abou Oubada Youssef Al-Hanabi, chef de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, ils ont été bloqués parce qu'ils ont passé l'interview de Abou Oubada Youssef Al-Hanabi, chef d'Al-Qaïda au Maghreb. Le Burkina Faso a accusé France 24 d'agir comme une agence de communication au service des terroristes en diffusant cette interview qui, selon lui, légitimerait les actions terroristes et le discours de haine. Vous avez raison ou pas? Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large au Burkina Faso où la junte a également suspendu d'autres médias français, médias français. Excusez-moi, le français, c'est pas ma langue. Jeune Afrique et tout le bazar, les accusant de discréditer l'armée. Ok, vous avez donné le micro à un monsieur qui est l'ennemi de la patrie. Bon, vous voulez que la patrie vous aime. Bon, il y a des gens qui se battent. L'un a poignardé l'autre. Et puis vous allez chez l'autre, lui donner de l'eau à boire parce qu'il a soif. Devant l'un. Est-ce que l'un va vous aimer? Non, c'est pas possible. Bon, oublions ça. Sous prétexte, ça n'a absolument pas les mêmes valeurs. Partez dans les pays qu'on ne cite pas. Vous connaissez les pays qu'on ne cite pas. Ok. Maintenant, faites, vous, la même chaîne, allez faire une interview d'un monsieur de l'autre groupe, les ennemis de ceux qu'on ne cite pas. Non, allez dans leur pays là-bas. Même quand ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Allez de l'autre côté, donnez le micro à quelqu'un pour qu'il parle, s'exprime son désarroi. Ils vont vous aimer. Hein, ils vont vous chasser comme ils ont chassé Al Jazeera. Est-ce un point sur lequel on pourrait dire que ce que vous racontez, c'est absolument illégitime parce que voilà, il y a des raisons pour lesquelles vous... Mais la campagne est-elle nécessaire? S'il y a une campagne au Burkina Faso, pourquoi ça vous dérange? C'est le Burkina Faso, c'est l'Afrique, c'est leur pays. Il faut se concentrer sur la France. Il y a beaucoup de gens qui dorment dehors en France. Il y a beaucoup de gens qui sont les sans-abri en la France. La verdure est-elle meilleure ailleurs? La vie est-elle mieux ailleurs? Point d'interrogation. Est-ce que le fait que l'ami vive une vie apparemment pimpante et attirante fasse dire qu'en réalité sa vie est pimpante et attirante et meilleure que la sienne ou meilleure que la vôtre? Point d'interrogation, c'est très intéressant de savoir. L'Afrique du Sud, c'est là. Regardez sur la carte. Un pays très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage de le faire fermement. Ce n'est pas comme votre pays. Pas du tout. C'est meilleur. C'est xénophobe, probablement. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas les Africains qui emmènent le désordre. Okay, chez eux. N'emmenez pas les désordres chez eux, c'est simple. La raison pour laquelle vous avez quitté votre pays, c'est parce qu'il y a des ordres. Vous chiez dans les coins et tout le bazar. Alors voilà, ça vous dérange, on s'en fout. Partez pas chez les gens pour essayer de répéter ça. Parce que vous emmenez chez autrui exactement ce que vous fouillez chez vous. C'est vrai, il faut vous dire la vérité. Hein. Regardez Paris. Ça, c'est Paris. Paris chez le blanc, Paris chez le français. Regardez comment Paris est devenu depuis que vous êtes parti. Quand on dit qu'il faut rester chez vous, non, c'est raciste. C'est ça. C'est exactement les mêmes histoires que vous fouillez chez vous en Afrique que vous emmenez chez les gens. Les mêmes histoires que vous fouillez, vous emmenez chez les gens. Il ne faut pas dire que les Sud-Africains sont xénophobes. C'est vrai qu'il y a des xénophobes partout, d'ailleurs, même dans vos pays, il y a des xénophobes. Mais pour la plupart des cas, ce sont des gens qui n'aiment pas le fait que beaucoup d'Africains partent chez eux, font du n'importe quoi. Prennent des boulots à un prix absolument dérisoire, les mêmes boulots que eux font, pour un prix moins adéquat, ils essaient de demander un paiement adéquat. Les Africains vont là-bas, prennent n'importe quoi. Bon, écoutez, je suis pas chez moi, je veux du boulot, je prenais n'importe quoi. C'est normal qu'on soit pas content avec vous. Nous, on essaie d'avoir une vie meilleure, que le blanc paye mieux. Toi, tu viens chercher un prix dérisoire. Vous êtes Africain, vous allez là-bas, vous ouvrez des clubs de nuit, des boîtes de nuit, ils vont jamais être xénophobes à votre égard. Vous avez
votre bottle store, 2 ou 3, vous avez des pharmacies, on vous dérange jamais. Vous avez des restaurants, on ne vous dérange absolument jamais. On vient vous acclamer d'ailleurs et vous soutenir. C'est quand vous venez chercher aussi à vous chercher tout en essayant de piétiner un peu le système, c'est là qu'on n'aime pas. Je pense qu'il faut équilibrer. Alors, en Afrique du Sud, beaucoup de Blancs ont quitté récemment, suite à leurs accusations selon lesquelles il y avait génocide contre les fermiers blancs. Elon Musk a accusé le gouvernement sud-africain en parlant directement au président Trump, disant que l'Afrique du Sud avait des lois absolument racistes et qu'il y avait aussi une oppression collective contre les Blancs fermiers sud-africains. Chose qui est discutable parce qu'en réalité, en Afrique du Sud, parlant de criminalité, la criminalité rampante. Et ceux qui sont victimes de cette criminalité ne sont pas seulement Blancs. Les Noirs aussi sont victimes de cette criminalité. Ça rigole pas. Ce sont des gens qui sont courageux dans la positivité et aussi courageux dans la négativité. J'ai vu dans certains pays en Afrique ici où les gens, vous voyez la voiture, comment on va appeler ça en français? La voiture où vous transportez l'argent, hein, des business jusqu'à la banque. Ça passait comme ça, sans agent de sécurité. Mais moi, ça m'a surpris. Parce que moi, je connais des endroits où ça ne passerait pas. On va attaquer, on va cambrioler cette histoire comme pas possible. On va péter, on va exploser ça pour prendre l'argent. Mais voilà. C'est pour vous montrer que l'intention, c'est pas que l'intention manque, c'est simplement le courage. Ce sont des gens qui risquent n'importe quoi. La criminalité est réelle en Afrique du Sud. Les gens se font braquer, ah oui, absolument. Les gens se font attaquer, tout à fait. Les Noirs ou les Blancs, tous se font attaquer. Mais les Blancs, évidemment, sont partis aux États-Unis disant des victimes d'atrocités, victimes de génocide. Alors, pendant ce temps, une cinquantaine de Blancs ont pris leur clic et leur claque et sont partis vivre aux États-Unis. Les Américains leur ont fait faveur, leur donnant des facilités pour s'installer, tout le bazar. Et voilà. Donald Trump a facilité les choses, on leur a donné des terres, on leur a donné des opportunités pour aller y vivre. C'est un génocide qui est en train de se produire et dont vous ne voulez pas parler, mais c'est quelque chose de terrible qui se passe. Et les agriculteurs sont tués. Il se trouve qu'ils sont blancs, mais qu'ils soient blancs ou noirs, cela ne fait aucune différence pour moi, mais des agriculteurs blancs sont brutalement tués et leurs terres sont confisquées en Afrique du Sud. Ils ont quitté, arrivés aux États-Unis, ils se sont installés, c'était pour justifier leur démarche. Nous savons tous qu'en réalité, cette pression n'était pas réellement parce qu'il y a génocide. Les Américains sont pas bêtes, ils sont très bien renseignés, ils savent exactement ce qui se passe. Nous savons que cette pression était principalement pour gagner du terrain et gagner le marché. La raison principale, c'était parce que l'Afrique du Sud avait voté une loi en vigueur, une loi qui récupérait des terres d'entre les mains des Blancs, qui les possèdent depuis très longtemps, qui ont hérité ces terres de leurs aïeux. Alors, l'Afrique du Sud voulait récupérer certaines terres parce que certaines terres étaient entre les mains des Blancs. Imaginez une terre plus grande que 12 stades de football, mais qui appartient à une seule personne. Et la personne n'a encore jamais investi dans cette terre. On n'a rien foutu. La terre existe là, ça appartient à une seule personne. Le gouvernement, dans son objectif, était récupérant les terres pour l'utilisation collective. C'est-à-dire, si on veut construire une école, on peut récupérer les terres qui appartiennent aux Blancs, qui n'utilisent pas pour cet objectif. Si on veut construire un hôpital, on peut faire de même. Alors, Elon Musk n'a pas aimé ça. Pourquoi? Parce que Elon Musk, en réalité, né en Afrique du Sud lui-même, voulait imbriquer Starlink, son entreprise d'Internet en Afrique du Sud. On lui avait fait une demande disant, ici chez nous, avant d'être installé, tu vas devoir donner 30% d'équité aux Noirs sud-africains. C'est-à-dire 30% de ton business doit appartenir aux Noirs. Et ce n'est pas de 30% gratuit que tu donnes. Les Noirs vont acheter 30% de ton entreprise. Alors Elon Musk n'a pas aimé ça. Il voulait avoir 100%. Et c'était l'objet moteur qui lui a poussé à créer cette histoire. Alors les amis, on va rentrer dans notre histoire très rapidement. Les Blancs sont partis. Parmi ces Blancs, malheureusement, une très mauvaise nouvelle, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Kim White, originaire du Cap en Afrique du Sud, aurait été assassiné par son mari, Alexander Town. A-t-elle appelé sa maman? Je suis sûre qu'elle l'a fait. Et je me dis, en y réfléchissant profondément, même si au plus profond d'elle-même, son âme continue de respirer pour elle, même si elle garde cette force intérieure, il est possible qu'elle puisse encore rester en vie, qu'elle trouve la volonté de continuer à exister. Respire fort, Kim. Tu aurais dû respirer fort. Tu aurais dû t'enfuir. Tu aurais dû crier. C'est une enfant forte. Mais je dois accepter. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire, l'homme a tué sa femme.
Pourquoi? Parce que sa femme a dit, écoute, moi je suis venu ici, les États-Unis ce n'est pas aussi profond que je le croyais, je pensais pas tout ça, je crois que c'était vraiment tout ça, enfin je ne me retrouve pas. À peine 1 semaine ou 2 semaines arrivées, moi j'ai envie de rentrer. Son mari a dit non, tu ne vas pas rentrer. Il a battu, il a étranglé les morts. Imaginez-vous, vous fuyez le génocide pour venir vous génocider chez les gens. C'est malade. Et le monsieur va faire la prison. Alexander Town aurait reconnu agresser sa femme. Kim White a été retrouvée morte sur le lieu, souffrant d'un traumatisme au haut du corps. Alexander a été inculpé de meurtre de 2e degré et détenu sans possibilité de libération, sous caution pendant la durée de l'enquête. Quelle folie. Vous quittez un pays parce que vous dites qu'on vous tue là-bas pour aller tuer votre femme. Waouh. C'est malade. C'est malade, ça. C'est malade parce que vous n'entendez pas parler de ça. On n'en parlera pas, évidemment. C'est pas la première fois que ça arrive. Parce que dans le passé, un autre Sud-Africain blanc au nom de Brian Steven Smith avait été condamné en 2024 pour meurtre de 2 femmes en Alaska, aux États-Unis. Originaire de Queenstown, dans la province de Eastern Cape, Smith a été condamné à 226 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de Kathleen Henry et Veronica Abuchuk entre 2018 et 2019. Cette affaire, évidemment, a attiré beaucoup d'attention. Il y a des documentaires par rapport à ça, il faut suivre. En fait, c'est un blanc qui a quitté l'Afrique, disant qu'il y a un génocide, qui sont victimes de racisme des Noirs, mais qui finalement, quand il va aux États-Unis d'Amérique, lui-même devient le tueur dont il prétendait fuir en Afrique. Et puis, dans son cas, c'est quoi? Comment on l'a attrapé? On l'a attrapé parce qu'il avait l'habitude de filmer ses œuvres. L'affaire a attiré l'attention en raison du comportement inquiétant de M. Smith, qui a notamment filmé le meurtre d'une victime et s'est vanté de son désir de devenir un tueur en série. Le monsieur a filmé pendant qu'il tuait la femme. Donc, il y avait le sang qui coulait de la bouche de la femme, lui posait des questions en lui touchant les... C'était malade. Ok, we did the number 12. You live. You die. You live. You die. You live. You die. Sadly, in my movies, everyone dies. I get the Oscar. Only me. Okay, so please just finish. I'm trying. Moi, je pense qu'il y a une catégorie des choses qui ne se font que par une catégorie de personnes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Comment est-ce qu'on a découvert ça? Il y avait une femme noire avait volé le téléphone du monsieur Smith, de sa voiture. En volant le téléphone, il est parti chez lui à la maison, ouvrant le téléphone, il a vu des trucs complètement atroces. Il a dit, ah non, c'est moi qui ai volé, mais je vais à la police moi-même pour dire que j'ai volé. Mais que la police regarde un peu ce qui s'est passé là-bas. Ah, elle a été, évidemment, on l'a permis de partir. C'est elle qui a révélé. Et j'avais genre passé 2 semaines d'affilée à boire et à me défoncer. D'accord. Alors, et puis j'ai allumé et j'étais genre sobre en moins de 5 minutes. Ça montrait qu'elle était allongée par terre sur le tapis. Et elle était genre complètement amochée. Je veux dire, son visage était même méconnaissable. Et il la frappait en lui disant qu'elle ne sortirait pas vivante de l'hôtel, qu'il était en train de la tuer. Je sais pas, c'est quoi cette... Déjà, tuer, c'est mauvais, mais l'obsession de filmer pendant qu'on tue, ça me dépasse. Et cette obsession que vous avez aussi de vous filmer pendant vos ébats, c'est malade. Ça finira par sortir, c'est ça. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est ça. Monsieur Smith, malgré la gravité de ses crimes, son épouse Stephanie Bisland a exprimé son intention de le soutenir, affirmant que le divorce n'était pas envisageable puisqu'elle avait prononcé ses vœux. Donc le monsieur fera 226 ans en prison. Elle va rester elle-même jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez l'amour. Oh, amour. Toi, tu connais l'amour. Faisons un truc intéressant. Ok, une bonne nouvelle. Eman Bakele, un jeune innovateur éthiopien-américain de 15 ans, vient de développer un prototype de savon révolutionnaire. 15 ans d'âge. Son savon cure le cancer de peau. C'est un traitement pour le cancer de peau. Mon intérêt pour le cancer de la peau est né en grandissant en Éthiopie, où j'ai vu tant de personnes travailler de très longues heures sous un soleil brûlant. Mais en arrivant ici, en Amérique, j'ai réalisé à quel point le soleil et les rayons UV représentent un problème important lorsqu'on y est exposé pendant de très longues périodes. C'est donc ce qui m'a inspiré à m'intéresser au cancer de la peau, car à l'heure actuelle, il n'existe vraiment aucune alternative abordable et accessible aux traitements très coûteux proposés sur le marché. C'est dans un stade précoce, évidemment. Puis il faut sponsoriser les gens. Moi, ça me dérange. Ça me dérange de voir
que l'on ne sponsorise que des bêtises, concours mise, machin, histoire, mais des gens comme ça doivent être sponsorisés. 15 ans d'âge. Vous savez, tout le monde n'est pas obligé d'aller faire l'université. Hein. Il y a des gens qui sont naturellement des génies et il faut les encadrer dans ces secteurs-là. Regardez les gens comme Mark Zuckerberg. Il n'a pas fini l'université. Monsieur Bill Gates non plus. Ils ont peut-être fini après avoir atteint certains sommets. Mais au départ, ils étaient focalisés, focus. C'est ce genre de personnes qu'il faut soutenir. Malheureusement, les Africains ne veulent pas ça. Même vos systèmes de sécurité, vos systèmes de télécommunications sont gérés par les étrangers. Vous allez acheter un système de la Chine et ailleurs, ou les Américains. Et en fin de compte, même quand vos leaders sont en train de discuter, ils savent exactement de quoi ils parlent. Parce que c'est eux qui ont créé le système. Ça ne vous intéresse pas, ça. C'est choquant. Merci infiniment. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Quelle tournure des choses. Quitter l'Afrique du Sud au nom de la xénophobie et le racisme contre blanc, le génocide, pour finalement aller génocider sa femme. God bless.